Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Catastrophe. C'est un cas clinique, le numéro 15 déjà. Allez voir les précédents épisodes sur la playlist disponible sur la chaîne. Et nous, on est parti. Je vous propose donc le cas d'un homme de 50 ans qui se présente aux urgences puisque depuis 3 heures, il a une lombalgie gauche très violente qui irradie dans la fosse iliaque homolatérale et présente par ailleurs des nausées mais sans trouble du transit. Donc vous êtes appelé par l'infirmière parce que vraiment il est plié en deux sur le brancard. La première question est: quelle étiologie urgente devez-vous évoquer pour ce patient? La première proposition, comme d'habitude, je vous les évoque, vous faites pause au besoin, comme ça vous réfléchissez, éventuellement vous marquez en commentaire vos réponses, et moi je vous donne les réponses correctes. La proposition A, donc colique hépatique, la B, colique néphrétique, la C, une sigmoïdite, la D, syndrome aortique, tout se termine par it ou ic, hormis la dernière qui serait une hernie inguinale. Je vous laisse faire pause tranquillement et je vais vous donner la réponse. Les bonnes réponses étaient donc la colique néphrétique, qui est frénétique, extrêmement intense. Au niveau de la présentation, ça peut coller. La colique hépatique se situe pas tout à fait ici quand même. C'est plutôt à droite ou en épigastrique. La sigmoïdite, bon, c'est pas non plus l'urgence extrême, hein, sauf si elle est perforée, mais je vous ai juste dit sigmoïdite, sachant qu'il n'a pas de diarrhée, bon, on n'y croit pas trop. Et le syndrome aortique, bien sûr, qui est un des différentiels de la colique néphrétique. L'un et l'autre sont leurs deux différentiels. Mais une hernie inguinale homolatérale peut tout à fait donner ce tableau-là. Une hernie engouée, et en plus, les hommes qui ne disent jamais où ils ont mal, surtout quand c'est sous la ceinture, on peut méconnaître le diagnostic. Vous lui posez encore quelques questions, il vous a dit qu'il a déjà fait une colique néphrétique il y a 10 ans, qu'il est hypertendu, sous IEC et thiazidique, qu'il fume. Vous prenez les paramètres, donc une saturation à 97% en air ambiant, fréquence respi à 22, fréquence cardiaque 84, tension 145-80, symétrique, 37,2, glycémie 1,2. La prochaine question est: quel examen demander obligatoirement? La question est donc au singulier, j'attends donc une seule réponse. Parmi les réponses, parmi les propositions, donc la A, BUB, scanner, C, un abdomen sans préparation, ASP, donc une radiographie abdominale, D, une échographie abdominale, et E, un ECG. Quel examen demander obligatoirement devant ce tableau? Je vous laisse faire pause et je vous donne la réponse. La bonne réponse était la bandelette urinaire. En effet, selon le résultat de la bandelette urinaire, on sera amené à faire ou non certains examens, donc peut-être un scanner, suivant le résultat, ou une échographie abdominale. Mais en tout cas, l'ASP n'a plus aucune indication, sauf corps étranger. Donc corps étranger, que ce soit décrit volontairement ou bien ingéré par erreur. Et le CG, alors ceux qui pensent effectivement à un infarctus inférieur, il faut toujours l'évoquer en cas de douleur abdominale, mais n'exagérons pas tout de même, là c'est une douleur lombaire avec une irradiation au niveau de la fosse iliaque. On peut tirer un peu les cheveux avec des diagnostics un peu alambiqués, un peu de dissection aortique qui monte et qui machin, mais restons pragmatiques tout de même. Et donc cette bandelette urinaire est négative. Mince, je pense que vous n'attendiez pas ça. Elle montre un pH à 5,5, et quand je dis négatif, tout est négatif. C'est à ce moment-là que vous concluez à proposition A, colique néphrétique éliminée. B, infection urinaire éliminée.
C. Rupture anévrisme aortique, sous-entendu, éliminé. D. Un ECBU systématique. Et E. Tout est faux. Je vous laisse faire pause, tranquillement. Et moi, je vais vous donner les bonnes réponses. Attention, il y a un piège, je pense. La réponse correcte était tout est faux. En effet, on ne peut pas éliminer une colique néphrétique parce qu'il n'y a pas d'hématurie microscopique. On ne peut pas par ailleurs chez un homme éliminer une infection urinaire parce que la BU est négative. Chez une femme, oui. Chez un homme, non. La rupture de l'anévrisme, non, on ne peut pas l'éliminer. Même si il y a une hématurie microscopique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une rupture anévrismale de l'aorte. Il peut y avoir une hématurie dans ce contexte-là. Et le CBU n'est pas systématique. Donc toutes les propositions étaient fausses. Un petit point sur la bandelette urinaire. Donc bandelette urinaire et colique néphrétique, en fait, j'aurais pu mettre de manière un peu plus générale. On va commencer par le pH, puisqu'en fait c'est un truc dont on ne sait jamais quoi en faire. Mais il y a juste une info à garder. Une seule, c'est pH en dessous de 6, ça favorise l'acide urique, les calculs à base d'acide urique. Et ça implique un traitement qui peut être changé. Donc le reste, à la limite, on s'en moque, mais c'est a fortiori un pH inférieur à 5,5, ça oriente vers un calcul à base d'acide urique, et donc alcalinisation des urines. S'il y a leucocytes, nitrites, bah oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement une infection. Ça oriente vers une infection, c'est sûr, il faut le garder en tête, mais on ne sait pas si c'est le cas, donc on envoie un ECBU à ce moment-là. S'il y a des leucocytes seuls, on n'envoie pas forcément en culture systématiquement. Alors, oui, pour la colique néphrétique, on peut être amené, mais il peut y avoir une leucocyturie aseptique. Et il y a plein d'étiologies qui peuvent en donner. Donc, c'est pas parce que vous avez un jour une bandelette urinaire qui monte des leucocytes qu'on envoie systématiquement en culture. L'hématurie microscopique. Microscopique, c'est très intéressant à connaître ces informations-là. 70 à 90% des cas, il y a une colique néphrétique. Donc oui, effectivement, dans la grande majorité des cas, il y a bien une hématurie microscopique, mais donc dans 10 à 30% des cas, il n'y a pas de sang à la bandelette urinaire pour la colique néphrétique. 15% de la population a naturellement, entre guillemets, alors c'est mal explicité, mais on peut retrouver dans 15% des patients une hématurie sans aucune pathologie sous-jacente, ce qui est quand même beaucoup. Surtout en plus chez les femmes avec des menstruations, bref, mais il faut en tenir compte. Par ailleurs, en cas de colique néphrétique, au premier jour, il y a quand même 95% de chances qu'il y ait une hématurie microscopique, mais il y a 5% de chances qu'il n'y en ait pas. Quant au troisième jour, s'ils viennent au bout du troisième jour de la douleur, on tombe à 65%. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, c'est sûr qu'au premier jour, s'il n'y en a pas, il faut peut-être évoquer autre chose, ou se méfier en tout cas, pour la colique néphrétique. Et enfin, une BU négative est possible avec une infection chez l'homme. Gardez-le en tête. Si vous avez un doute chez l'homme, vous envoyez en culture. Si vous avez d'autres questions pour les cystites, je parle de cystites, donc pas chez l'homme, allez voir la vidéo disponible sur la chaîne. Quant à nous, on avance. Le patient, il est toujours plié en deux, c'est bien, donc on a déjà fait les urines, mais il n'est pas soulagé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, que débutez-vous? C'est par où on commence pour le soulager. Proposition A, kétamine midazolam. B, morphine tramadol. C, morphine acupant. D, morphine seule. E, morphine kétoprophène. Pardon. Je vous laisse faire pause. Et moi, je vais vous donner la bonne réponse, puisqu'il n'y en a qu'une. C'est la morphine IV et l'acupant. Kétamine mida, alors oui, on peut, si vraiment il n'y a rien qui passe, mais alors à ce moment-là, il faut quand même évoquer d'autres diagnostics, parce qu'une colique néphrétique, on doit pouvoir le soulager avec de la morphine et des paliers 1, normalement. Si vraiment ça passe pas et qu'on est obligé de passer sur d'autres thérapeutiques, c'est qu'il y a peut-être quelque chose quand même. Morphine tramadol, non. Palier 2 et 3, c'est non, ça ne marche pas. On ne fait pas ça. Palier 3, oui, mais avec un palier 1 pour être optimal. Et l'acupant peut être tout à fait utilisé, comme du paracétamol, on peut l'utiliser.
On peut mettre un space-fond aussi pour cette activité un peu de myorelaxation. Mais parmi les propositions, c'était la seule qui était juste. On ne va pas mettre que de la morphine seule. Et morphine kétoprophène, pour l'instant, non. Parce qu'on ne sait pas s'il y a une infection sous-jacente. On a juste une température à 37,2, mais on n'a pas le bilan biologique. Donc pour l'instant, on ne met pas, même si c'est très tentant de le mettre en se disant ça va le soulager. C'est possible. Mais pour l'instant, on ne le met pas. Il vaut mieux jouer la carte de la sécurité. Que devez-vous rechercher? Parmi ces signes, il y a les facteurs de risque de complications. Je vous demande d'en citer au moins 5. Essayez de jouer le jeu. Mettez-les en commentaire. Et ces questions, il faut vraiment vous les poser. Dans la vraie vie, il faut les rechercher. Et les modalités des ECN maintenant ont changé. Et donc, on vous demande de, d'écrire ou de cocher sur une liste des propositions. Et donc, voilà, citer 5 facteurs de risque de complications. Je vais vous les donner. Je vous propose de faire pause si vous voulez réfléchir un petit peu plus longtemps. Donc, les facteurs de gravité à rechercher, souvent on en oublie. Moi, je vous propose ce moyen mémotechnique que je trouve pas si mal, qui est dysurie. Comme ça, vous vous rappelez un petit peu de ce symptôme qui peut être trouvé dans les coliques néphrétiques, qui sont d'abord la clinique, la bio, puis les antécédents. Je les ai regroupés comme ça dans l'ordre. Donc la première, c'est la douleur persistante. C'est un facteur de gravité. S'il n'est pas soulagé, c'est un facteur de gravité. Après, avec le prélèvement biologique, et un peu clinique pour l'oligoanurie, mais on peut avoir une insuffisance rénale, c'est un facteur de gravité, l'oligoanurie, le sepsis, donc CRP, des blancs, etc. Et après, au niveau des antécédents ou du contexte, on peut avoir des facteurs de gravité à rechercher qui sont l'uropathie sous-jacente, donc une malformation, etc. Un traumatisme qui va se compliquer d'une colique néphrétique, c'est un facteur de gravité. Un rein unique, qui soit fonctionnel ou organique même, c'est un facteur de gravité. Et une immunodépression à rechercher, sachant que dans les risques de répétition, il y a aussi la cystinurie qui est décrite dans les bouquins, mais peut-être gardez-le en tête s'il y a des patients qui se présentent avec cet antécédent de cystinurie, avec une douleur abdo, c'est quasiment sûr que ce soit une colique néphrétique. S'il y a des facteurs de gravité, allo uro. Le patient est soulagé par votre super titration en morphine, il adore. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Quel examen, alors singulier ou pluriel, envisagez-vous? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités de faire dans la vraie vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? A, un scanner abdominopelvien, B, une échographie des voies urinaires, C, une IRM du rachis, D, un ASP, E, on n'en a pas besoin en fait. Je vous laisse faire pause et moi je vous donne la réponse. La réponse, les réponses pour être exact, c'est une imagerie conventionnelle et recommandée qui est soit un scanner abdominopelvien ou uroscan et une échographie des voies une échographie des voies urinaires. L'IRM du rachis, alors si on pense à un syndrome de la queue de cheval ou à une compression médulaire, oui, mais c'est pas le tableau. L'ASP, on en a déjà parlé. D'ailleurs, c'était facile. J'espère que vous n'êtes pas fait avoir. Donc ça n'a plus lieu d'être. Et oui, il y a besoin d'une imagerie, parce que là, on a une BU négative avec une douleur qui fait colique néphrétique. Donc en fait, on a tableau de colique néphrétique avec les différentiels encore possibles. On n'est pas vraiment orienté à 100% vers la colique néphrétique. Donc il nous faut une imagerie en urgence. Vous optez pour un scanner non injecté qui montre un calcul de 7 mm sans dilatation. Je ne vous dis pas volontairement où est situé le calcul. Quelle conduite à tenir devez-vous présenter et quelle est la constitution vraisemblable sous-jacente de ce calcul? En quoi est fait ce calcul a priori avec tous les éléments que vous avez? Je vous rappelle les paramètres. Faites pause et retournez les voir. Je pense que vous avez eu déjà la réponse si vous avez suivi jusque-là. Et je vous laisse faire pause parce que maintenant vous êtes aux urgences et il faut se débrouiller sans QCM. Et donc, quelle conduite à tenir? Il faut un avis urologique en urgence en raison de la taille
du calcul. C'est pas parce qu'il n'y a pas de dilatation pour l'instant qu'il ne va pas y en avoir une après. Peut-être qu'on est trop précoce et que la dilatation n'a pas eu le temps de se former. D'accord? D'ailleurs, c'est volontiers que je n'ai pas mentionné la localisation du calcul, parce que s'il est dans les calices, par exemple, dans la cavité pilocalicielle, il n'y a pas forcément une dilatation qui va se produire, mais il ne passera pas le calcul. À 7 mm, il ne passera pas. Donc il faut un avis urologique. Et la constitution du calcul, on en a déjà parlé, avec le pH à moins de 6, donc on était à 5 et quelques, c'est probablement un calcul d'acide urique. Un petit point avant de terminer la vidéo, il existe des scores, alors ce score s'appelle le Stone Score. Je vous parle de score pourquoi? Parce que ça permet de schématiser et d'avoir en tête un petit peu les gros facteurs, les gros paramètres à avoir en tête. Ce score, il n'est pas formidable, vous voyez, sensibilité à 53, spécificité à 87, c'est pas ouf, mais ça donne un peu les grandes lignes. C'est plutôt les femmes qui ne font, enfin c'est plutôt les hommes pardon qui font les coliques néphrétiques, donc les femmes au contraire n'en font pas. Les femmes enceintes peuvent, mais c'est pas mentionné enceinte. Donc les hommes, 2 points. Le temps entre le début des symptômes et la venue aux urgences, plus de 24 heures, vous voyez, ils viennent tôt parce qu'ils ont mal quand même. Donc en dessous de 6 heures, c'est 3 points. L'origine, patient noir, 0. Non noir, c'est ce qui est mentionné dans les scores, 3 points. Nausées, vomissements, vous voyez, plus il y a des tableaux d'atteinte du système sympathique avec hyperadrénergie, réponse digestive haute, ça gagne des points tout de suite. Et une hématurie, alors oui, c'est sûr, quand c'est présent, oui, ça nous oriente, et 0 quand il n'y en a pas, mais rappelez-vous, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'hématurie que ce n'est pas une colique néphrétique. Faible de 0 à 5, intermédiaire 6 à 9, forte de 10 à 13. En gros, qu'est-ce qu'on en fait de ce score? Bon, ça peut aider pour l'évaluation des patients s'il y a une douleur abdominale, mais en gros, c'est pas ouf. Mais comme ça, vous avez en tête les facteurs tout de même à garder. Gardez-le en tête, je pense que ça peut toujours servir. La prise en charge de la douleur, donc des paliers 1, des anti-inflammatoires s'il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique, donc INS, oui, si pas de syndrome inflammatoire, des morphiniques et une myorelaxation. Donc sur une étude du Lancet par exemple en 2015 sur plus de 1000 malades, il n'y avait pas d'influence sur le pronostic s'il y avait un traitement par alpha-bloquant comme la tamsulosin par exemple, mais la Société d'urologie française quand même stipule qu'il y a un intérêt à donner des alpha-bloquants et on le fait tous en général. De manière locale, on peut proposer un peu de chaleur. Si le pH nous oriente vers un calcul d'acide urique, on peut alcaliniser les urines avec une chimiolyse. Donc oui, ça change, le pH change la thérapeutique. Souvent, il est plutôt prescrit une restriction hydrique qu'une hyperhydratation. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Et l'avis urologique important, s'il y a des signes de complications facteurs de gravité, et s'il y a un diamètre, donc de grand axe, qui est supérieur à 6 mm. Sachant que vous voyez, gardez en tête ces petits détails. 1 mm de calcul, ça passe dans 99% des cas. Dès qu'on arrive entre 4 et 5 mm, on passe tout de suite à que 1 sur 2. Et au-delà, ça tombe drastiquement et extrêmement vite à plus de 9 mm, donc c'est déjà très gros, vous imaginez, c'est la taille d'une noisette, et bien ça passe quasiment jamais. Le passage, gardez aussi en info cette dernière chose, le passage en 8 jours, si c'est 1 mm, en moyenne 12 jours si ça fait 2 mm, et 22 jours quand ça fait plus de 4 mm. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains cas cliniques et vidéos. De mettre un pouce bleu et les commentaires, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.